Salut à vous, aujourd'hui on vous présente une petite vidéo génome donc pour l'eugénétique qui va commencer à s'intensifier pour les PASS et les PASSES prochainement. Donc dans cette courte vidéo qui va sûrement durer quelques 30 minutes, on va vous expliquer la notation du génome, le karyotype et la cytogénétique, les techniques de biologie moléculaire, mais également la comparaison de séquences. Cette vidéo est présentée par Eman et Charlène qui font partie de la team génétique, donc si jamais vous avez des questions, allez les poser à Charlène et à Eman plutôt qu'à moi parce que moi je suis un peu une daube. Je vous laisse maintenant avec la vidéo. Karyotype et cytogénétique. Il existe différentes méthodes d'analyse du génome. La première étant la biologie moléculaire, donc l'analyse de petits fragments du génome à la recherche de mutations ponctuelles ou de courtes séquences mutées. Donc les techniques de biologie moléculaire sont par exemple la PCR ou bien même le séquençage. On ne va pas s'intéresser à ça aujourd'hui, on va s'intéresser aux techniques de cytogénétique qui elles permettent l'étude de gros fragments d'ADN. Donc ça se compte en milliers ou en millions de paires de bases ou même les chromosomes tout entiers. D'ailleurs, la cytogénétique, c'est l'étude des anomalies chromosomiques. Par anomalie chromosomique, on entend les anomalies de nombre, c'est-à-dire des chromosomes en plus ou en moins, ça s'appelle des aneuploïdies, et les anomalies de structure. Dans la cytogénétique conventionnelle, on retrouve le karyotype standard que tout le monde connaît. Il a une résolution de 5 à 10 mégabases, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de voir les gènes autrement que par groupe de 5 à 10 mégabases. On ne peut pas aller plus petit que ça. Donc en fait, chaque chromosome est séparé en bandes, des bandes claires foncées, généralement blanches ou noires. Et donc il y a en moyenne 300 à 600 bandes selon les chromosomes. Plus le chromosome est grand, comme par exemple les chromosomes 1, 2, 3, plus il y aura de bandes. Donc là, on voit bien que c'est un karyotype standard, un karyotype normal. Il y a les 23 paires de chromosomes, 22 paires d'autosomes et une paire de chromosomes sexuels XX, signifiant que la personne qui a fait ce karyotype était une femme. En cas d'aneuploïdie, donc d'anomalie de nombre de chromosomes, là c'est évident, on a 3 chromosomes à chaque fois au lieu de 2. Donc on passe d'un karyotype à 46 chromosomes à un karyotype à 69 chromosomes. On a donc une aneuploïdie, précisément même une hyperdiploïdie. Donc un nombre plus élevé de chromosomes que la normale. L'inverse aurait été une hypodiploïdie. Ce type de karyotype est létal et n'aboutit pas à la naissance de l'individu. Ensuite, on a des anomalies de structure. Les anomalies de structure, c'est par exemple les translocations entre chromosomes. Là, on voit bien que sur le chromosome 14, les deux chromosomes sont différents, ils n'ont pas la même taille. C'est à ça qu'on reconnaît les anomalies de structure. On voit un chromosome 14 de taille normale et un chromosome 14 qui est plus grand, car en fait, il a subi une translocation avec le chromosome 21. C'est-à-dire que le chromosome 21 est venu se fixer sur le chromosome 14. En plus, on voit bien que dans ce karyotype, il y a deux chromosomes 21. Donc, on a là un cas de trisomie 21 par translocation, car il y a trois copies du chromosome 21. Donc, une trisomie 21. Sauf qu'il n'y a pas trois chromosomes 21, car le troisième chromosome 21 est transloqué sur le chromosome 14. Les avantages du karyotype standard sont donc son approche pangénomique qui permet de détecter les anomalies de nombre et de structure. Ses inconvénients sont la nécessité de mettre en culture les cellules, car le karyotype standard n'est réalisable que sur des cellules en métaphase. De plus, sa résolution n'est pas assez élevée pour pouvoir voir toutes les anomalies de structure. On a donc ensuite le karyotype haute résolution, qui reprend le principe du karyotype standard en augmentant la résolution, d'où son nom. Maintenant, on passe à 3 à 5 mégabases de résolution. Donc les bandes sur les chromosomes sont de 700 à 1000 bandes par chromosome. Les avantages et les inconvénients sont les mêmes, la résolution n'est pas suffisante pour voir toutes les anomalies de structure, mais plus qu'en karyotype standard. On passe aux techniques de cytogénétique moléculaire. Donc on va voir la technique FISH, hybridation in situ par fluorescence, qui permet, via l'utilisation de sondes fluorescentes à ADN, de détecter des zones ciblées de l'ADN. Donc là, dans l'exemple que l'on voit ici, on utilise des sondes à ADN qui permettent de voir les chromosomes 13 et 21, dans le but de dépister des aneuploïdies. L'avantage de cette technique par rapport au karyotype précédent est qu'elle ne nécessite pas la mise en culture des cellules, car elle est réalisable sur des cellules
en interphase ou en métaphase, ce qui permet, comme dans le cas ci présent, le diagnostic anténatal. De plus, la technique FISH permet de repérer des microdélétions qui ne sont pas visibles au karyotype standard ou à haute résolution car leur résolution est trop faible. Ici, il s'agit d'une délétion de 1,4 mégabase que l'on voit. En fait, on voit bien que sur l'un des chromosomes, on ne retrouve pas de petit signal fluorescent rouge, le signal fluorescent vert étant le témoin pour dire que le chromosome a bien été repéré. Donc ce genre de délétion cause notamment le syndrome de Williams. Vous le reverrez certainement en cours, le prof le détaillera. Donc la technique FISH est plus rapide, sensible et spécifique que les karyotypes. Elle peut repérer des microdélétions de 100 kilobases. Cependant, les inconvénients sont que c'est une technique très ciblée. Les régions doivent être connues préalablement pour pouvoir créer la sonde complémentaire. On passe ensuite à la technique CGHA. Donc CGHA, CGH Array, ACPA ou ACM sont des synonymes et veulent tous signifier la même technique. C'est une technique de cytogénétique sur puce qui permet le dépistage de tout le matériel génétique. Comment ça marche? Eh bien, en fait, ça analyse le nombre de copies d'un gène ou d'une séquence génétique et du coup, par rapport à un témoin, on vérifie si on a autant de copies ou plus de copies ou moins de copies. Donc en fait, on est à la recherche de déséquilibre génomique. Ici, vous avez une illustration d'une analyse CGHA. C'est pas détaillé, c'est pas à savoir. Et donc les avantages de la CGHA est une analyse pangénomique car elle permet le dépistage de tout le matériel génétique, comme on a dit. De plus, elle est beaucoup plus précise. Ça va de 20 à 200 kilobases selon la puce qui est utilisée. Cependant, l'inconvénient est que ça ne repère pas les anomalies déséquilibrées, mais uniquement les anomalies équilibrées. Voici donc un résumé des différentes techniques de cytogénétique qui peuvent vous être présentées dans le cours. Ces techniques ont chacune des avantages et des inconvénients, et en pratique, elles peuvent être combinées pour préciser des diagnostics, comme sur l'image que vous voyez ici à droite, une combinaison de techniques CGHA et FISH, et sur l'image du bas, une combinaison de karyotypes conventionnels de CGHA et de FISH. Parlons des annotations du génome. Donc l'annotation du génome, c'est la première étape dans l'analyse in silico, autrement dit dans la bioinformatique. Le but est de voir le contenu des gènes et de prédire le potentiel des gènes. Il y a trois types d'annotation, la première étant l'annotation syntaxique, structurale. Le but est l'identification des gènes et cela se fait par la recherche d'ORF, Open Reading Frame ou cadre de lecture ouvert en français, qui sont des séquences nucléotidiques de 100 codons à peu près, commençant par ATG, donc le codon d'initiation, et terminant par un codon stop, TGA, TAG ou TAA. La recherche peut se faire par des algorithmes ou des logiciels. Le deuxième type d'annotation est l'annotation fonctionnelle bioinformatique. Le but est la prédiction des fonctions potentielles des protéines justement issues de ces gènes. Pour cela, on compare la séquence protéique issue du gène à une séquence protéique d'une protéine connue, dont on connaît la fonction, donc par alignement. Et on repère s'il y a des motifs protéiques qui se répètent, qui sont identiques, afin d'avoir une idée de la fonction de la protéine. De plus, on essaye de différencier les différents domaines que la protéine pourra avoir. Le troisième et dernier type d'annotation est l'annotation relationnelle. Là, il s'agit de la prédiction des interactions au sein de la cellule et au sein de l'organisme. Donc il peut y avoir des interactions physiques, comme par exemple des interactions entre la protéine issue du gène que l'on essaye de déterminer et des protéines connues qui sont synthétisées par la cellule, ou encore avec les acides nucléiques, des interactions protéines-acides nucléiques, ou encore des interactions protéines-métabolites. Et justement, le but est d'essayer de prédire si la protéine en question aura un impact sur la voie métabolique de la cellule. Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter globalement ce qu'est la PCR. PCR c'est l'acronyme pour Polymerase Chain Reaction et en français ça signifie réaction de polymérisation en chaîne. L'objectif de la PCR va être d'amplifier un segment d'ADN que l'on veut étudier. Pour cela, on va multiplier de façon exponentielle ce fragment d'ADN. Donc on part d'un gène initial. Au bout d'un cycle
de PCR, on obtient 2 puissance 1, soit 2 nouvelles copies de ce gène cible. Donc ici et ici. Au bout du deuxième cycle, on a 4 nouvelles copies du gène. Là, là, là et là. Donc la PCR, c'est une méthode empirique. C'est-à-dire qu'un protocole qui fonctionne pour amplifier un gène ne fonctionnera pas forcément pour amplifier un autre gène différent. Par exemple, les températures d'hybridation des protocoles seront différentes en fonction du gène. Ces protocoles, ils sont définis en réalisant plusieurs essais jusqu'à ce que l'on trouve les meilleures conditions pour amplifier le gène. Néanmoins, on conserve une même trame, à savoir qu'un cycle est composé de 3 étapes, une étape de dénaturation, une étape d'hybridation et une étape d'élongation. Ce cycle type va être répété 30 fois au cours d'une PCR. Donc, la première étape, c'est l'étape de dénaturation. On passe d'un ADN double brin à un ADN simple brin en chauffant l'ADN à 90 degrés. La deuxième étape, c'est l'étape d'hybridation. On va placer 2 amorces, une sens, donc dans le sens 5', 3', et une antisens dans le sens 3', 5', de part et d'autre du gène cible, du gène que l'on veut amplifier. L'amorce sens, elle va être fixée sur le brin antisens, tandis que l'amorce antisens va être fixée sur le brin sens. La température d'hybridation, elle est généralement égale à la température de fusion des amorces, moins 5 degrés. Attention, il y a aussi une condition à respecter. La différence des températures des amorces, elle doit être inférieure à 5 degrés. Donc, la température de fusion, elle se calcule par la formule ci présente. Enfin, la troisième étape et dernière étape, c'est l'étape d'élongation. On va utiliser une enzyme qui s'appelle la Taq polymérase pour allonger et répliquer l'ADN cible, le gène cible. Donc, sur ce schéma sont résumées ces différentes étapes. Tout d'abord, on va dénaturer l'ADN. Donc, on va séparer l'ADN double brin en 2. Donc, on obtient le brin sens et le brin antisens, ici en marron. Au centre, là, représenté par ce trait, ici, c'est le gène que l'on cherche à amplifier. Donc, on va fixer l'amorce sens en rose ici sur le brin antisens de l'ADN. Et on va hybrider l'amorce antisens sur le brin sens de l'ADN. C'est pourquoi les amorces doivent être complémentaires à leurs brins respectifs. Ici, on a bien A, T, C, G et ainsi de suite. Puis, on a recours à la Taq polymérase qui va allonger l'ADN, toujours dans le sens 5', 3', ici et ici. Là, voici ce que l'on obtient à partir de l'amorce sens. Cette séquence est exactement la même que le brin sens de l'ADN. Et voici ce que l'on obtient avec l'amorce antisens. La séquence ici sera exactement identique
à la séquence du brin antisens. Donc, on aura 2 nouvelles copies du gène à amplifier. Salut tout le monde, c'est Luke. Je vais vous expliquer, sans rentrer dans les détails, la comparaison des séquences. Donc c'est la suite du cours de bioinformatique que vous allez voir par la suite. Donc c'est juste une petite ouverture, enfin une petite introduction à la comparaison des séquences qui est faite grâce à des logiciels informatiques comme nous le verrons dans cette courte introduction. Donc pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que comment est-ce qu'on compare déjà des séquences de gènes ou alors tout simplement juste des gènes, des parties d'ADN, des choses comme ça. Donc, eh bien, vous avez ici une séquence A, donc ça peut être un gène, ça peut être plusieurs gènes, ça peut être un chromosome entier si on le souhaite. Donc tout ça c'est juste de l'ADN normal. Et une séquence B, et ces séquences A et ces séquences B, on les retrouve bien sûr soit dans les bases de données sur Internet, comme vous l'avez vu normalement avec Eman, ou alors comme vous le verrez dans le cours. Donc vous avez une séquence A et une séquence B à comparer. Donc ça peut également être une séquence que vous avez récupérée par exemple dans une cellule et vous voulez savoir si cette nouvelle séquence que vous venez de découvrir a donc soit a une fonction biologique proche d'une autre séquence. Donc par exemple, si vous ne connaissez pas la séquence A mais que vous la comparez avec plein d'autres séquences et que vous trouvez que la séquence A ressemble beaucoup au gène de l'hémoglobine, par exemple, vous pourrez vous dire que peut-être que ces deux séquences ont un ancêtre commun, donc ce sont des séquences homologues en quelque sorte. Ça permet donc de retrouver des motifs fonctionnels communs entre la séquence A et la séquence B et une phylogénie entre les protéines, donc une évolution commune, comme je viens de le dire avec l'exemple de l'hémoglobine. On assemble donc les fragments de séquence et on met en évidence le séquençage, donc après avoir séquencé bien entendu. Euh, on peut également mettre en évidence des erreurs de séquençage de polymorphisme. Donc là, ces deux séquences qui sont alignées après séquençage, et ensuite on les compare via différents logiciels sur lesquels je vais revenir ensuite. Et vous avez donc, par exemple ici, plusieurs endroits où la séquence est la même enfin, où la séquence est la même dans les deux séquences. Donc là, vous avez trois endroits où ça coïncide, où les lettres sont les mêmes. Donc en fait, les nucléides. Ce qu'il faut savoir, c'est que similitude n'est pas égale à l'homologie. Donc là, en fait, il y a trois séquences où la séquence A et la séquence B sont similaires. C'est-à-dire que similaire, ça veut dire que il y a les mêmes, il y a les mêmes lettres. Donc A correspond à A, T, T, adénine, tout ça. Donc similitude, c'est en fait quantifiable, donc combien de lettres sont similaires. Donc là, on va dire qu'entre la séquence A et la séquence B, il y a à peu près 20% de similitude, alors que l'homologie, ça veut tout simplement dire que les gènes dérivent d'un même gène ancestral, donc comme je l'ai dit avec l'hémoglobine tout à l'heure, euh, que ces deux gènes possèdent un gène ancestral et en fait ça crée une phylogénie avec la séquence A qui est un peu dérivée, qui est un peu mutée, et la séquence B qui est un peu mutée de son côté aussi, et ça crée une sorte de famille de gènes. Donc l'homologie n'est non quantifiable parce qu'on ne peut pas dire bah, ils sont à 50% homologues, enfin ça n'a pas de sens. Donc, pour comprendre maintenant comment est-ce qu'on aligne et comment est-ce qu'on compare ces séquences, il faut connaître les logiciels informatiques qui le font. Mais avant de savoir ça, avant de venir sur ça, je vais déjà expliquer ce que c'est l'alignement. Donc il y a plusieurs sortes d'alignement. Il y a l'alignement par paire, c'est ce qu'on vient de voir. En fait, c'est on aligne seulement deux séquences. Donc comme vous le voyez ici, donc séquence A et une séquence B. Donc c'est seulement deux séquences, comme c'est dit dans le titre, par paire. Ou l'alignement multiple, c'est on aligne plusieurs séquences à la fois, donc c'est beaucoup plus rapide. Ça permet de trouver des choses différentes que dans le séquençage par paire parce que c'est un peu moins précis, enfin, les similitudes sont moins trouvées. Donc en fait, si on veut trouver des similitudes, on utilise plutôt l'alignement par paire. Et si on veut trouver une phylogénie, donc une homologie, plusieurs gènes homologues, on va plutôt utiliser l'alignement multiple, car l'alignement par paire sera beaucoup plus précis. Dans l'alignement par paire, on possède l'alignement global et l'alignement local. Donc l'alignement global, c'est sur toute la longueur des deux gènes, donc des deux séquences qu'on a déjà séquencées. Ça se fait grâce à l'algorithme d'Edelman-Wunsch, comme c'est écrit ici, ou alors
il existe également l'alignement local, c'est seulement sur une petite partie de la séquence. Donc comme ça, on prend seulement une partie de la séquence, on prend bien sûr partie de la séquence qui est le plus similaire. Donc imaginons on a une séquence A, une séquence B, et puis dans ces deux séquences, on trouve une autre séquence qui est extrêmement similaire, donc entre les deux gènes. On va comparer seulement la séquence là, donc ça permet d'être encore plus précis, ça se fait seulement sur une partie de la séquence, et ça se fait grâce à l'algorithme Smith-Waterman. Il existe donc des algorithmes de comparaison avec des bases de données. Donc les algorithmes de comparaison, donc on prend bien sûr une séquence qu'on a séquencée nous-mêmes et on va la comparer avec celles qu'on trouve dans les bases de données. Donc il y a deux logiciels qui sont les plus utilisés, c'est BLAST et FASTA. Donc là on parle toujours dans l'alignement par paire, donc seulement une séquence A avec une séquence B. Et on va voir que ces deux logiciels utilisent l'alignement local, donc pas global, seulement ils prennent une petite partie des deux séquences et ils l'alignent et ils la comparent. Donc le logiciel BLAST, qui fait l'alignement local par paire, il compare toujours deux séquences par paire, ou plusieurs séquences dans plusieurs séquences, mais attention, c'est un piège qui retombe toujours dans les QCM, mais toujours deux par deux, ça veut dire c'est quand même un logiciel de comparaison par paire, mais il peut quand même comparer plusieurs paires à la suite. Mais et bien sûr, il reste à la paire. Donc ça, c'est quelque chose que le prof, il ne vient, enfin, il explique pas trop, mais c'est quelque chose qui tombe souvent en QCM et souvent, souvent on tombe dans le panneau. Il calcule donc le pourcentage de similitude entre deux séquences. Il utilise bien sûr l'algorithme de l'alignement par paire local de Smith-Waterman. C'est une méthode heuristique, donc rapide mais pas forcément bien, comme FASTA qui utilise également la méthode heuristique. Donc c'est rapide mais bon, c'est pas ouf quoi. C'est plus rapide que FASTA et BLAST autorise des substitutions conservatrices. Ça veut dire qu'en fait, par exemple, si un acide aminé est codé par CGA, mais que le même acide aminé est codé par CGG, eh bien Blast le prend en compte et garde ça en tête, enfin considère ça, donc fait comme si les deux séquences étaient quand même les mêmes. Pour Blast, il y a 5 programmes différents de comparaison de bases de données. Donc, par exemple, il y a BlastIn qui permet de comparer une séquence nucléique à une séquence nucléique. Il y a BlastP qui permet de comparer une séquence protéique à une séquence protéique, etc. Il y en a d'autres. Ça, faut le savoir aussi parce que ça tombe souvent en QCM, surtout dans l'école du tutorat. Maintenant, on va arriver sur FASTA. Donc, ça, c'est un alignement local par paire comme Blast. C'est une méthode heuristique comme Blast. Et il existe trois programmes différents, donc version nucléique et protéique, ou alors version protéique et nucléique traduit, blablabla. Tout ça, faut le voir dans vos cours, c'est du par cœur, c'est chiant, mais bon, c'est le génome. Il existe également l'alignement multiple, donc l'alignement multiple comme on l'a vu. Et donc là également, il y a plusieurs trucs à apprendre comme dans les bases de données. Donc c'est un tableau à apprendre. Ça, je vous en fais, je vous l'épargne ici vu que c'est un peu de la merde. Donc vous apprendrez ça par cœur le jour venu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le logiciel le plus connu, c'est Clustal W, qui permet en fait de faire, un alignement global multiple. Donc ça veut dire qu'il utilise la totalité des séquences pour les aligner. Il permet donc de caractériser des familles de gènes ou de protéines, comme j'ai dit avant, parce que c'est moins précis. Il permet en fait juste de trouver une phylogénie entre les différentes séquences, entre les différents gènes. Et il identifie en fait les domaines conservés, non conservés, des motifs et des signatures, ainsi que des sites fonctionnels conservés. Les sites fonctionnels, c'est bien sûr les sites catalytiques, les choses comme ça, les signatures aussi, les motifs aussi. En fait, les domaines conservés définissent les familles et peuvent montrer que plusieurs gènes sont issus d'un même gène ancestral. Donc c'est à ça que l'alignement multiple sert avant tout. Il permet d'établir la phylogénie des gènes, c'est ce que j'ai dit, ce sont les relations évolutives. On peut donc créer des arbres phylogéniques avec ce logiciel, c'est à ça que l'alignement multiple sert. Voilà, donc là par exemple vous avez l'arbre phylogénique de l'homme, du chimpanzé, du gorille, blablabla. Donc on peut voir que le génome de l'homme ressemble au génome du chimpanzé. Au final, la comparaison de génome revient un peu à la comparaison revient un peu à dresser aussi la phylogénie des espèces, comme on peut le voir ici.
avec l'homme qui est plus proche du chimpanzé au niveau génétique que du macaque, par exemple. Ça veut dire que, en fait, le chimpanzé est un cousin moins éloigné que le macaque. Et c'est la même chose pour les gènes. Voilà, donc de toute façon, vous allez revoir ça dans le cours, mais j'espère avoir été clair dans ma petite introduction. Je vous souhaite bon courage et puis bah, à bientôt, hein. Du coup, ça y est, la petite vidéo génome, elle est finie. On espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de comprendre plein de choses. On vous a fait des belles fiches et du coup maintenant, bah, bon courage à vous.